Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, donc, on continue nos aventures avec Richard Volanche, l'auteur du livre, qui est un espion, un officier traitant de la DGSE. Et donc, je vous raconte ses aventures, hein, parce que c'est très intéressant. Donc, nous sommes en 2009. Il rentre de Bangui, donc il revient en France. Hein, et en France, il a affecté au service Afrique, au secteur N, quoi, ça s'appelle comme ça. Et pourquoi au secteur N? Parce qu'en fait, il a travaillé à l'époque avec une femme. Et cette femme, pour la première fois, c'est une femme qui dirige le service, un service à la DGSE. Donc, elle dirige le secteur Afrique. Et donc, il est affecté avec elle, quoi. Elle demande pour l'avoir dans son service. Et donc, il travaille sur la thématique de l'Afrique centrale. Alors, sur cette thématique-là, bon, il s'occupe, je pense, de la gestion des sources et des renseignements, si je me rappelle bien, hein, pour les opérations sur le terrain. Ensuite, il raconte aussi dans le livre, en fait, comme il était en Afrique à Bangui, hein, avec l'histoire du dictateur que je vous ai raconté précédemment, et il raconte en fait dans le livre ses états d'âme. Il dit que voilà, j'étais là-bas, j'étais quelqu'un, j'avais une piscine, j'avais un chauffeur, j'avais des gardiens. Et voilà quoi, donc il menait la belle vie, hein. C'était un autre style de vie, il était content, il était comme un petit poisson dans l'eau. Donc il revient à Paris, c'est ce qu'il raconte dans les livres, et là, son ego il en prend un coup, il n'est plus rien, il n'est plus qu'un pion dans la machine de la DGSE. Donc il le voit un peu comme ça, quoi, parce que c'est vrai que quand on part à l'étranger, moi-même, j'ai travaillé à l'étranger aussi, c'était une autre vie, hein, l'Afrique. Voilà, je n'ai pas raconté en détail, mais voilà, puis on revient dans la civilisation, on prend le métro comme tout le monde, on s'assied au bureau, on allume l'ordinateur, et voilà, quand c'est terminé le cinéma. Donc voilà, donc il raconte ça, quoi. Donc en 2010, hein, en 2010, il y a un lieutenant-colonel à la DGSE qui pilote un service qui s'occupe de la rémunération des sources et des opérations avec un budget de 3 millions d'euros, si je me rappelle, j'ai marqué ça dans mes notes. Donc ils font de la comptabilité, de recouvrement des fonds, le dispatching des fonds pour les agents qui ont un surplus de financement pour les opérations. Donc ils gèrent un peu ces trucs-là. Et il fait aussi des missions d'assistance et de traitement parisien. Et donc il gère en fait 45 officiers sur le terrain, occasionnels ou non, hein, à Paris, quoi. Voilà, quoi. Et en fait, ce lieutenant-colonel va quitter les services et donc il raconte qu'il devient le chef de ce service-là, quoi. Donc il va pas rester très longtemps là-bas, quoi. Donc en 2011, on a des élections en Côte d'Ivoire, hein, avec Alassane Ouattara qui remporte des élections démocratiques face à Laurent Gbagbo. Donc Laurent Gbagbo, lui, c'est le dernier président du pays, c'est lui qui gère le pays, quoi. Mais il ne veut pas quitter le pouvoir. Et il y a un problème aussi qui se pose pour la France, c'est que comme Gbagbo, le big boss de la Côte d'Ivoire, il ne veut pas quitter le pays. Mais le problème, c'est qu'il gère tous les médias, toutes les chaînes radio. Donc la DGSE va mener une opération avec toujours Richard Volanche, hein. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il va obtenir des fonds secrets de la DGSE, 150 000 euros. Donc, Richard Volanche, il explique qu'il a compté l'argent dans sa voiture, hein, il n'y avait pas que des billets de 500, il y avait des petites coupures et tout ça, quoi. 150 000 euros en cash. Via un ministre de Ouattara, ils l'ont mis en contact avec un couple, et ce couple a accepté d'acheter du matériel professionnel pour monter un studio vidéo, quoi. Et en fait, toute cette opération va être menée avec l'ambassade de France parce que une fois qu'ils vont acquérir le matériel, ils vont l'envoyer en Côte d'Ivoire via l'ambassade parce qu'on ne peut pas l'envoyer comme un colis, il fait d'ex, quoi. Pour 150 000 euros, c'est pas possible, quoi. Donc, ils vont faire de la propagande parce qu'en fait, la France soutient Alassane Ouattara. Elle ne soutenait pas avec Gbagbo, quoi. Ensuite, en 2013, donc en 2013 aussi, il va un peu moderniser à son niveau la DGSE, c'est-à-dire que en fait il va proposer de revoir la formation pour les débutants, pour des stages de validation pour partir en opération sur le terrain. Donc lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un process, c'est-à-dire qu'il va revoir les formations des agents
pour les former. Par exemple, fini d'utiliser des jeux de rôle, hein, parce qu'en fait, avant la DGSE, on utilisait des jeux de rôle. On envoyait un stagiaire sur un officier traitant dans un café, et il devait lui poser des questions. Donc maintenant, il demande à des agents, par exemple, s'il part sur l'Afrique, ou en Europe quelque part, de recruter un contact ou un informateur qu'il ne connaît pas. Le stagiaire doit par exemple sécuriser le rendez-vous, le parcours du point A au point B. Voilà, donc tout ça c'était suivi par Richard Volanche. Et donc il raconte aussi par exemple il y avait un taux d'échec énorme pour ces stages de validation au sein de la DGSE. Et donc lui il faisait le débriefing après l'opération. Donc lui il était assisté, Richard Volanche, de plusieurs officiers de recherche et tout ça. Donc en fait quand le stagiaire partait sur le terrain, hein, de la DGSE jusqu'à son point de rendez-vous, et puis du point de rendez-vous jusqu'au lieu de contact, par exemple il y avait des cafés ou des restaurants où le stagiaire a rendez-vous avec sa source, et il était toujours observé par des officiers de la DGSE qui regardaient comment se passait le rendez-vous, tout ça de loin. Il raconte aussi que par exemple pour le retour, tout le parcours devait être sécurisé aussi, hein. Du point de rendez-vous jusqu'au débriefing de la DGSE. Il raconte aussi qu'il avait remarqué par exemple que les stagiaires, quand ils quittaient la DGSE, prenaient les transports en commun pour aller au point de rendez-vous avec leurs contacts, ben, c'était pas sécurisé, donc ils partaient comme des touristes, quoi. Ils partaient comme si on allait pour aller postuler voilà, dans une entreprise, quoi. C'était des touristes, quoi, en fait, ces stagiaires. C'est ce qu'ils disaient, quoi, tu vois. Enfin voilà, quoi. Donc un point qui était important aussi pour les stagiaires, il racontait aussi que les stagiaires, ils n'étaient pas tous faits pour travailler sur le terrain. Il y en a d'autres qui étaient faits pour faire de l'analyse. Ils étaient mieux dans l'analyse. Bon, ça créait des frictions, hein. Il racontait que bon, il y en a qui allaient rouspéter chez leurs supérieurs parce qu'ils n'étaient pas contents de Richard Volanche, de ce qu'il disait, quoi. Donc il dit dans le livre que la DGSE était content de lui parce qu'il avait fait ça, quoi. Ben, c'est vrai, quoi. Parce que moi-même, j'ai vu à la télévision, sur TF1, des jeux de rôle, quoi. Moi, je trouve ça d'une stupidité, les jeux de rôle, je ne comprenais pas. C'est comme du cinéma, hein. Vous êtes là à côté d'un officier traitant qui joue la source, et vous devez, un exercice, vous devez poser des questions, des questions manipulatrices. Oui, je dois offrir un cadeau pour mon père, qu'est-ce que vous me conseillez? C'était des accroches pour faire contact avec la source, quoi. Donc voilà, quoi. Ça, c'est la partie la DGSE, quoi. Alors, quand il était à Paris, dans le livre, il raconte qu'il a dû traiter 2 affaires d'espionnage, hein, Richard Volanche. Et la première affaire d'espionnage concerne un Russe, un officier en poste à Dakar. Le Dakar, c'est le Sénégal. Et en fait, ce Russe, il a réussi à recruter une source qui a une position qui est haute dans l'armée sénégalaise. Et donc, ça permettait aux Russes de connaître le dispositif français, le Mali, voilà, qu'est-ce que faisait l'armée malienne en Afrique. Et donc, ils ont monté une opération pour tenter de recruter le Russe, c'est-à-dire qu'un collègue à lui à Paris est parti au Sénégal, à Dakar, et donc il a offert 150 000 € à ce Russe pour travailler pour la France, et ce Russe a refusé, et donc il est reparti en Russie, mais on le voit réapparaître au Mali dans l'ambassade où il travaillait. Et donc en fait Richard Volanche explique que les Russes, ils ont une autre culture, c'est-à-dire que la culture, c'est pas parce que vous avez échoué que vous devez arrêter. Par exemple, à la DGSE, quand un officier traitant échoue dans une opération, ben, il est rapatrié à Paris, il reste à Paris, quoi. Tandis que les Russes, s'il échoue, ben, il va aller dans un autre pays et il va continuer comme ça, quoi. Et en fait, cette mentalité, on la retrouve dans le monde de l'entreprise. Quand on veut créer une entreprise, par exemple, la culture américaine, que moi j'aime beaucoup, dans l'entreprise, par exemple, si vous êtes jeune, ben, vous créez une entreprise, si ça marche, tant mieux, vous continuez, si ça marche pas, ben, c'est pas grave, vous arrêtez, vous recommencez plus tard une autre activité commerciale, et voilà, jusque quand ça va, quoi. C'est pas parce que vous avez échoué que vous devez abandonner, voilà. Donc ça, c'est une culture qui est notre époque, quoi, moi je pense qui est bien, qu'il faut l'appliquer, mais bah, la DGSE, si vous échouez, vous dégagez de la place, quoi. Vous laissez votre place à quelqu'un d'autre, quoi. Donc ça, c'est pour le Russe.
Donc ils ont offert 150 000 euros, il a refusé. Donc ensuite, il y a une opération pot de miel, et il explique qu'il y a des bureaux d'audit hein, qui recrutent sur Internet, hein, dans les annonces sur LinkedIn. Hein, c'est un espace, vous savez, LinkedIn, on trouve beaucoup de profils et tout ça. Voilà quoi. Et donc il explique que ces cabinets d'audit en France, ils ont essayé de recruter des diplomates, des fonctionnaires du secrétaire général à la défense et la sécurité nationale, SGDSN, voilà, c'est comme ça, à l'OTAN, à l'Europe, les entreprises publiques, voilà, que les grandes entreprises publiques. Donc, c'est des opérations pas de miel que la DGSE mène en ligne, hein, donc c'est-à-dire qu'ils ont un officier traitant qui va créer un faux profil, hein, je pense qu'avec un vrai nom, parce que si on doit vérifier, il faut que ça colle, quoi. Et donc, ils mettent son profil sur Internet et ils attendent que les petits recruteurs, les espions, tout ça, parce qu'il y a beaucoup les services secrets qui recrutent sur Internet pour avoir des sources, pour avoir des renseignements. Et donc, et là, en fait, en l'occurrence, c'est les Chinois. Et les Chinois vont tomber dans le trou, c'est-à-dire qu'ils vont se mettre en contact avec l'espion français. Et l'espion français, c'est un espion français de la DGSE, bien sûr. Et donc, ils vont envoyer quelques documents, des vrais faux documents. Donc, les Chinois vont l'inviter en Chine, parce que vous savez, les Chinois, ils font venir leurs futures sources en Chine. Pourquoi? Parce que, bon, la Chine, ils sont couverts, hein, parce que la Chine, ils vont pas mettre en prison leur espion du pays, quoi. Donc, on peut rien faire. Donc, l'espion français va proposer un endroit neutre. Il va proposer Prague, la République tchèque. Et donc, une opération va se monter avec les services secrets tchèques. C'est-à-dire que l'espion français il va leur dire je suis à l'hôtel à Prague, et donc il est à l'hôtel dans la chambre, et il raconte dans le livre Richard Volange que leur collègue reçoit une enveloppe de 2500 € cash. Ensuite, l'espion français donne rendez-vous aux deux espions chinois ou les trois espions chinois au restaurant de l'hôtel. Ils arrivent, ils mangent à l'hôtel, ils discutent, et l'espion français prétexte qu'il a oublié quelque chose dans sa chambre d'hôtel. Donc il va s'éclipser, et pendant qu'il s'éclipse, deux autres espions, ils arrivent, et donc les espions français, les deux espions de la DGSE, ils discutent avec les espions chinois qui nient les faits, qui disent qu'ils sont des gens qui travaillent dans l'audit, que c'est des consultants, blablabla. Et en fait, je crois qu'ils proposent 100 000 € ou 50 000 €, enfin je ne sais plus c'était combien, quoi. Donc ils proposent une forte somme d'argent. Et bien sûr, les espions chinois, ils refusent et ils paniquent. Ils quittent l'hôtel, ils montent dans leur voiture et ils sont filochés par les services secrets tchèques. C'est ce qu'ils racontent dans les livres. C'est rigolo parce qu'ils font des erreurs, les Chinois, monstrueuses. Et donc, ils téléphonent sur leur parcours, et donc ils prennent la direction de la frontière et veulent quitter le pays, quoi, parce qu'ils flippent. Hein. Parce que, voilà quoi. Parce qu'en fait, il y a une pression américaine sur les pays d'Europe pour arrêter les espions chinois. C'est la guerre économique entre les États-Unis et la Chine, donc ils fouillent le pays. Et donc, ils sont filochés sur tout le trajet jusqu'à la frontière, et ils appellent, et donc ils écoutent toutes les communications. Voilà comment l'histoire se termine. Donc, en 2015, Richard Volange, il est nommé chef de poste à Djibouti. Il a eu 1 an pour se préparer, donc il va aller à Djibouti, et là-bas, il va monter des opérations en collaboration avec la CIA contre les Chinois, de nouveau, parce qu'en fait, à Djibouti, c'est une dictature, hein. Le dictateur, il est là depuis 10, 15, 20 ans aussi, c'est l'Afrique, et c'est un carrefour stratégique. Pourquoi? Parce qu'il y a un port, il dispatche des conteneurs, quoi, sur l'Afrique, sur ce côté-là du continent. Puis il y a plusieurs bases militaires, hein. Les Chinois ont leurs bases, les Américains, les Français, il y a des pays, quoi, tout ça. Et donc les Chinois, ils bénéficient aussi des porte-avions, des destroyers qui viennent à Djibouti, et ils construisent leur base. Donc ça intéresse la DGSE. Donc il y a une opération qui va se monter avec Richard Volange. Alors à Paris, il suit une formation de contre-terrorisme grâce à un de ses collègues qui lui enseigne cette thématique-là, quoi. Et donc, pendant cette année, son collègue va partir au Kenya, voilà, c'est ce qu'il dit dans le livre. Alors, il faut savoir aussi que chef de poste, c'est ce qu'il va occuper. Il a une couverture, il est le deuxième secrétaire de l'ambassade à Djibouti, et il est le chef de poste de la DGSE. Et à ce titre, bon, il explique dans le livre que c'est du travail bureaucratique, hein.
On doit lire les rapports des officiers traitants, des assistants, avant de l'envoyer à Paris, tenir la comptabilité, la gestion des sources, la gestion des fonds, la comptabilité, enfin, il y a tout un bordel à tenir. En fait, c'est plus emmerdant qu'autre chose et ça demande beaucoup de temps, quoi. Parce qu'en fait, c'est un travail de management. Vous êtes derrière un bureau et vous lisez, validez, voilà, quoi. Donc, c'est ce qu'il explique. Et en fait, Djibouti aussi, dans le livre, c'est ce qu'il dit. En fait, c'est une colonie française, hein. À l'époque, l'armée française avait une base militaire. Et dans le cadre de la France-Afrique, cette base militaire servait pour l'indépendance du pays, quoi. Ce qu'il disait entre parenthèses, comme au Tchad, on met une base militaire et on aide le dictateur qu'on place, quoi. Donc l'indépendance, entre parenthèses, c'est en 1977. Et donc il y a un dictateur qui est là présent à Djibouti, il s'appelle Ismaël Omar Guelleh. Il est là depuis 2016 et donc il n'y a pas d'opposition à Djibouti. C'est une opposition de façade et donc le type, le dictateur, il est toujours élu avec 80-90%, enfin voilà quoi. Donc le cirque il continue, hein, la France-Afrique. Donc il y a une thématique qui est sensible pour la DGSE, elle s'intéresse au Shebab, à la Somalie, le Yémen, la guerre en Érythrée, et aussi il y a aussi une thématique qui est partagée avec un autre pays, c'est Addis Abeba, hein. Et c'est la gestion économique, hein, c'est un volet économique, par exemple la Chine, la Turquie, il y a des pays en fait qui investissent de l'argent en Somalie, hein, pour faire de la sous-traitance, et donc ça intéresse la France, la DGSE, quoi. Donc c'est un volet qui est suivi par la DGSE apparemment. Et il y a aussi, donc il explique aussi que ce volet le passionnait, Richard Valence, ça le passionnait, vous s'intéressez à ce sujet-là, quoi. Donc ça c'est pour la thématique que le pays, la DGSE, voilà, que ça intéresse. Donc lui, en fait, qu'est-ce qu'il va faire essentiellement à Djibouti, c'est qu'il va piloter et former des agents secrets djiboutiens au métier. Et en fait, ce sont des policiers qui sont formés. Dès qu'il explique que les policiers sont très bons pour l'investigation, qu'ils apprennent bien le métier. Et donc tout ça, c'est fait en coopération avec le directeur général des services djiboutiens, hein. Et donc lui, il prépare les missions, il supervise les sources avec les agents secrets djiboutiens pour qu'ils apprennent le métier. Et donc il y a des collègues à lui de Richard Volange qui vont venir former les Djiboutiens une formation de base au contre-terrorisme. Donc voilà, tout ça, c'est en fait des sécuritaires, quoi. C'est ce qui fait essentiellement à Djibouti. Donc il explique aussi dans les livres qu'il a envoyé Hassan au Yémen. Et Hassan, il logeait dans un hôtel. Et il y a eu un attentat à côté de l'hôtel, donc toutes les vitres se sont éclatées. Il raconte une anecdote. Donc Hassan, il a pu fuir comme il peut le pays. Il est rentré à Djibouti, hein, c'est ce qu'il raconte dans le livre. Il a par exemple, il raconte aussi dans les livres qu'il a 100 000 € de frais annuels pour former les Djiboutiens. C'est la France qui paye, quoi, les 100 000 €, quoi. Donc c'est pas beaucoup, quoi. Et la couverture qu'il avait à l'ambassade de France, c'est deuxième conseiller, voilà, pardon, excusez-moi, deuxième conseiller à l'ambassade. Et voilà, donc il raconte aussi que, par exemple, il est parti Somaliland. Alors pour ceux qui ne savent pas le Somaliland, c'est pas un pays, c'est un territoire en fait à côté de la Somalie qui s'appelle le Somaliland, qui est très pauvre, qui n'est pas reconnu par l'ONU. Donc c'est un territoire, c'est le Far West, quoi, en fait. Et donc quand il devait partir là-bas, je suppose que c'est pour rencontrer une source ou je sais pas pourquoi, il n'explique pas correctement comme il faut. Il raconte qu'il partait là-bas avec des paracommandos, des parachutistes de l'armée de l'air, dans un hélicoptère. Ils arrivaient là-bas parce que c'était un pays qui était dangereux. Et donc les routes étaient impraticables. Enfin, c'était le Far West, c'était vraiment dangereux. C'est ce qu'il explique dans le livre. Et voilà, quoi. Donc pendant qu'il fait son travail de formation et de supervision pour former des agents secrets à Djibouti, il y avait un adjoint à l'ambassade qui lui faisait un travail de clandestin à l'ambassade de France et il recrutait en fait des sources à Djibouti au niveau du palais du dictateur Omar Guelleh. Donc il recrute des sources dans l'environnement du dictateur, des sources dans
dans la fonction publique et dans le domaine militaire. Donc voilà, un volet officiel de formation, un autre volet qui était un adjoint qui lui recrutait des sources humaines, quoi. Voilà, c'est comme ça que ça marche, quoi, la DGSE, quoi. Donc voilà, donc il raconte aussi, comme il avait des contacts avec les paracommandos, quand il partait au Somaliland, il l'invitait à sauter au parachute, voilà, quoi. Voilà, c'était... Voilà. Donc je continue les histoires, hein, si ça vous passionne toujours. Alors en 2016, il y a une alerte attentat à Djibouti. Donc il y a un Somalien qui a été dénoncé par une source à Mogadiscio, hein. Et donc c'est un capitaine de police somalien. Et en fait, bon, pas tout le monde, mais la ville vivait sous cloche, quoi. Donc tout le monde pensait qu'il y avait un attentat. Et en fait, il était là pour un repérage. Alors ce policier somalien est affilié au Shebab. Donc il est venu à Djibouti dans le cadre d'une formation supervisée par les Carabinieri, donc c'est les gendarmes italiens, hein, donc il était là en formation. Et donc Richard Volange, lui, il voulait l'appréhender, mais il avait réussi à fuir, quoi, le pays, quoi. Donc ça, il explique cette anecdote, quoi. Donc voilà. Donc il explique aussi dans le livre que les Américains, dans la lutte contre le Daesh, ils étaient en pointe, ils étaient meilleurs que la DGSE pour lutter contre le Daesh. Et donc, en fait, la DGSE aussi, il explique dans le livre qu'elle recherche des informations sur Peter Sherif et l'ACPA, donc il cherchait ce type de renseignements-là. Donc, lui, il était en permanence, Richard Volange, l'officier traitant, le chef de poste à Djibouti, il était en permanence en relation avec l'ambassadeur, avec le général qui commandait la force française à Djibouti, avec ses homologues de la CIA, c'est ce qu'on voyait. Donc il surveillait aussi, Richard Volange, les Français à Djibouti. Il les surveillait dans le cadre de leur pratique à l'islam, s'ils faisaient du prosélytisme, et il surveillait aussi surtout les enfants de parents français. Pourquoi? Parce qu'il avait peur qu'ils étaient radicalisés, endoctrinés par les religieux, et surtout que ces enfants, souvent, ils devaient partir en Somalie et au Yémen, c'était pas pour faire du tourisme. Donc là, il y avait aussi un problème. Il y avait aussi un problème avec la caisse d'allocation familiale. Et donc, il expliquait, Richard Volange, que ces Français, il y avait une quinzaine qui étaient installés à Djibouti à l'époque, en 2015-2016, et qui touchaient des allocations familiales alors qu'ils résidaient à Djibouti. Donc, il avait écrit à la caisse d'allocation familiale pour dénoncer ces Français. Donc, il est furax, en fait, dans le livre, parce que les caisses d'allocation familiale convoquaient ces Français qui étaient installés à Djibouti. Donc, ces Français prenaient un billet d'avion. Moi, je rigole parce que... donc, ils étaient convoqués à la caisse d'allocation familiale. Et donc, ils faisaient acte de présence, les Français de Djibouti. Et ils allaient voir leur famille pendant qu'ils étaient en France. Et c'était reparti pour 6 mois, quoi. Donc, c'était le même scénario, quoi, qui se reproduisait, quoi. Donc, voilà, quoi. Donc, il explique aussi dans le livre le cas d'une jeune fille qui s'appelle Fatima, elle a 22 ans, elle était scolarisée. Et en fait, elle a été expulsée d'une mosquée en France parce qu'elle était radicalisée. Donc, elle atterrit à Djibouti. Elle vivait dans un hôtel miteux, c'est ce qu'il explique. Elle était vêtue d'un hijab de la tête aux pieds et elle circulait comme ça en ville. Elle avait été dénoncée par la patronne de l'hôtel, hein, au service djiboutien. Donc, ils l'ont arrêtée. Ils l'ont expulsée en France, et en France elle a été prise en charge par un commissariat pour un interrogatoire, c'est ce que j'ai vu, et dans ces cas d'interrogatoire, ils l'ont relâchée, et elle est revenue un an plus tard à Addis Abeba, et là elle a réussi à retourner à Djibouti. Comment? En prenant le train, parce qu'il y avait une ligne de train qui a été installée entre Addis Abeba, et donc il n'y avait pas encore de contrôle aux frontières dans les trains et tout ça, quoi, à la frontière. Et donc la police l'arrête, et cette fois-ci Richard Volange demande aux policiers djiboutiens de la déshabiller complètement et d'être un peu méchant, et parce que voilà, quoi. Et donc il expulse de nouveau cette fille, cette Fatima, et donc lui il prévient sa collègue de la DGSE à Addis Abeba qu'elle va arriver, mais quand Fatima arrive là-bas, ils ont une fête religieuse à Addis Abeba, donc il n'y a personne pour l'accueillir. Donc les services de police à Addis Abeba, ils vont mettre 3 jours pour la capturer, et voilà, quoi. Donc ils vont la renvoyer, et voilà, quoi. Donc ça se termine comme ça l'histoire, quoi, avec cette fille-là. Donc
Donc il y a le volet chinois qui va un peu, la base militaire chinoise qui va un peu, il va y avoir un plan pour espionner la base chinoise, quoi, donc avec Richard Volanges, quoi. Donc je vais vous continuer les histoires, hein, vous allez voir, c'est très intéressant pour la suite. Donc en 2017, Richard Volanges est invité au China Summit, en anglais, quoi, à la CIA à Washington. Donc il explique qu'il n'avait jamais été aux États-Unis, donc il arrive à Washington, il est invité au siège de la CIA, et il explique en fait c'est un compound, et donc il y a un bâtiment où on reçoit des délégations étrangères, donc il est là, et en fait je pense que s'il est là, c'est parce que quand vous travaillez en coopération avec la CIA sur des opérations ou vous faites quelque chose pour entraver les Chinois, ben vous êtes invité à Washington. Donc lui, il est invité là-bas à Washington et donc il aurait bien voulu visiter les bureaux et les ordinateurs, les collègues américains. En fait, non, il est resté là avec les autres dans ce bâtiment. Donc les Américains l'ont félicité, ils lui ont remis un diplôme, ils lui ont dit merci d'avoir lutté contre les Chinois, la menace chinoise, quoi. Donc voilà, quoi. Donc il en retient pour son séjour qu'il ne va pas revenir aux États-Unis, que ça n'intéresse pas trop, quoi. Donc il a été là-bas et bon. Il a vu un peu les États-Unis, Washington et la CIA, voilà, quoi. Donc il explique qu'en matière de coopération, il coopère, la France, la DGSE en l'occurrence, coopère très peu avec les Britanniques, parce que ceux-ci se reposent sur les pays du Commonwealth. Voilà, quoi. Donc la Suède est très coopérative, et donc ils ont quelques échanges avec l'Allemagne. L'Allemagne est très présente en Europe de l'Est et de l'Ouest, là. Enfin, voilà, quoi. Alors, ils ont très peu, les Allemands ils ont très peu de représentation en Afrique. Donc, il reprend son poste à Djibouti. Là, il a des difficultés à parler en anglais parce qu'il ne maîtrise pas la langue anglaise. Donc, il y a un nouveau officier traitant qui débarque à Djibouti qui s'appelle Matt Byron. C'est un ancien officier de West Point. Il parle français, anglais, donc c'est très facile de lire les rapports et d'écrire avec eux, quoi. Donc, ce qui va intéresser Richard Volanges à ce moment-là, comme je vous ai dit au début de la vidéo, c'est la base militaire chinoise. Donc, cette base militaire chinoise, elle est construite dans le cadre de la route de la soie. En fait, la route de la soie, c'est un projet économique de la Chine pour exporter en Europe. Donc, il y a en fait, à côté de Djibouti, il y a l'Éthiopie, si je dis pas de conneries. Voilà, il y a 100 millions d'habitants. Donc, c'est un gros marché juteux, hein. Donc, il explique que sur cette base militaire, en fait, ils payent 30 millions d'euros à Djibouti, les Japonais, les Français, 30 millions aussi. Voilà, il y a des pays qui payent 30 millions, mais on ne sait pas combien ils payent les Russes, parce que les Russes, ils ont aussi une base à Djibouti. Donc, jusqu'en 2016, c'est la France qui gérait la sûreté aérienne, hein. Donc il y avait des avions de chasse qui surveillaient les Djibouti, et notamment à chaque fois qu'il explique qu'un avion français survolait la base chinoise, ben, c'était branle-bas de combat à la base chinoise, et on respectait auprès des Djiboutiens que les Français survolaient avec leur avion, quoi. Donc voilà, quoi, c'était une anecdote, voilà, quoi. Alors qu'est-ce qu'on peut encore dire? Il y a le volet économique, hein. Donc en fait il explique dans le volet économique avec les Chinois, ben, en fait quand les entreprises chinoises passaient des contrats, il y avait plusieurs étapes successives, hein. Donc les Djiboutiens recevaient 15% l'investissement, et en fait au final, en fait il explique que les Chinois ils arrosent les officiels djiboutiens des bacs chiches en commission, quoi. Voilà, c'est ce qu'on voit, quoi. Alors les Chinois fournissaient du matériel Huawei aux Djiboutiens pour contrôler les réseaux téléphoniques. Enfin, on perçoit qu'il veut dire de l'espionnage, mais il n'écrit pas comme ça, quoi. Dans le livre, on voit qu'ils vendaient beaucoup de cartes téléphoniques, c'est un marché juteux. Ils avaient une zone franche, ils percevaient des commissions. Les Chinois, ils reversaient 15% des commissions à la présidence du dictateur Omar Guelleh. Enfin, voilà, quoi. Alors, on découvre aussi que le sous-sol a été riche en silicium, hein, par rapport à la mer Morte. Donc, il y avait des entreprises chinoises qui se positionnaient sur le sous-sol du Djibouti. Qu'est-ce qu'on peut encore dire? Alors, les chemins de fer, voilà, les chemins de fer, ça causait problème pour les Français, parce qu'ils avaient rénové les chemins de fer. Alors, ils ne mettaient pas des TGV, bien sûr. On voit un peu aussi que Richard Volanges dénigrait le chemin de fer parce qu'il disait que ça mettait 10 heures.
C'était pour désengorger la route, pour faire le transfert des marchandises du port à Addis Abeba. Et donc, à la place d'utiliser les vieux camions, il dit qu'il n'y avait pas il y avait pas de réfrigération au niveau des wagons pour le transport de marchandises. Voilà quoi. Du classique pour dénigrer les Chinois. Ensuite, alors toujours dans cette base militaire, hein, donc vous voyez, je parle de base militaire, je change de sujet, c'est parce que c'est vraiment comme ça qu'il écrit le livre, quoi. Dans cette base militaire, il y avait une entreprise Eiffage à côté qui faisait le traitement des eaux, donc les Chinois ils rouspétaient contre l'entreprise française à cause des eaux, à mon avis c'était les odeurs. Donc la base militaire qui construisait les Chinois, ça intéressait beaucoup la DGSE, et donc il y avait un pont mobile, donc ça permettait d'accoster pour les navires, et voilà, ils étaient libres de leur mouvement au niveau de cette base, et on voit en fait dans cette base, elle était immense, il y avait des souterrains dans cette base, donc ces souterrains, voilà quoi. Donc, il y a eu plusieurs opérations en collaboration avec la CIA contre les Chinois au niveau de cette base militaire. Et donc, ils vont approcher un ancien diplomate qui travaille pour une entreprise privée. Comment est-ce qu'il s'appelle celui-là? J'ai oublié son nom. Guo, voilà, il s'appelait Guo, ou Guia, quelque chose comme ça. Et donc, ils vont essayer de l'approcher. Lui, il va l'approcher en fait en premier. Il va essayer de lui donner de l'argent, mais ce Chinois, il a peur parce qu'il explique à Richard Volange qu'il est surveillé, qu'il ne peut pas répondre à des questionnaires, à des questions qu'il formule Richard Volange parce que son intérêt est surveillé. Le compound où il dormait, il était surveillé. Donc Richard Volange, il essaie de mettre plusieurs stratégies d'approche au niveau de la base. Par exemple, il voulait recruter le gardien. Mais le gardien, qu'est-ce qu'il peut faire à part voir qui rentre, qui sort? Voilà, il peut rien voir. Matt Byron, son égo, l'officier de la CIA à Djibouti, lui par exemple, il met des Djiboutiens, des policiers djiboutiens pour espionner la base, il n'arrive pas. Et en fait, cette base, dès qu'on l'approche, quelqu'un il veut faire une photo, il confisque l'appareil photo, il le casse, quoi. Donc autour de cette base, il y a différentes approches. Par exemple, ils avaient découvert, lui et l'agent de la CIA, Mike Byron, qu'il y avait des officiers qui allaient en discothèque, mais il restait 1 heure. Donc ils ont mis des putes à disposition des officiers chinois pour essayer de tendre un piège, mais ils ne mordaient pas à l'hameçon, ça ne l'intéressait pas. Les Chinois, quand ils allaient à la base à la discothèque, ils restaient 1 heure et ils buvaient pas beaucoup. Alors quand ils allaient au bar, ils expliquent que les Chinois, ils montraient une bouteille, ils disaient voilà, on veut boire cette boisson-là. Donc ils essaient de les droguer, mais ils n'arrivaient pas, donc ça tombe dans l'eau. Mike Baron ou Richard Volange, il essaie de faire du jogging avec l'autre, là, l'ancien diplomate qui travaille maintenant dans le secteur privé dans un compound. Et donc il n'accrochait pas non plus, ça marchait pas. Et donc j'ai découvert que ce Guo, par exemple, cet ancien diplomate, il avait une femme en Chine avec un enfant et il avait une maîtresse à Djibouti qui avait un enfant aussi. Donc le soir, elle sortait pas beaucoup, donc il allait rejoindre sa maîtresse. Donc ils ont laissé tomber finalement cette piste du Guo parce que bon, il voulait pas parler de la base parce qu'il avait eu des problèmes. Mais un jour, le commandant de la base chinoise appelle l'Alliance française et il demande qu'on lui mette à disposition un professeur de français pour enseigner aux militaires chinois le français. Alors parmi les militaires, il y avait des sous-officiers, des officiers et tout ça, quoi. Donc, c'est un tuyau qu'il a reçu de l'ambassade de France, hein, que le commandant il avait appelé l'Alliance française. Donc, Richard Volange a recruté Manon. Manon, elle, par exemple, elle a été professeure au Centre culturel de Pékin, donc il va la recruter. Et le budget de l'ambassade donc, ce que je raconte, le budget pour donner cours, c'est 400 000 $, quoi, pour donner cours aux militaires chinois. Donc, il va recruter Manon. Manon qui maîtrise WeChat, c'est une application chinoise qui est l'équivalent de Facebook. Donc, il va communiquer avec Manon par WeChat et il y aura des rendez-vous nocturnes. Et en fait, le but, c'est d'espionner qui fait quoi. En fait, Richard Volange veut savoir qui sont les officiers. Il veut mettre des photos, des visages, des grades sur les noms. Il veut savoir un peu qui sont ces officiers qui travaillent dans la base pour les suivre plus tard aussi quand ils vont quitter la base en Chine, quoi. Donc,
la première moisson de renseignements qu'il va récolter grâce à une feuille de présence que Manon va remplir, nom, date de présence. Manon, qui est intelligente, voit les visages. Elle a reçu une petite formation de Richard Valanche parce qu'en fait, les officiers chinois, les sous-officiers, les militaires, ils venaient avec leurs uniformes au cours de français qui étaient donnés dans une annexe de la base, voilà quoi. Et donc, elle va pouvoir mettre un nom, une photo, un grade sur ces officiers. Et donc, ça va permettre de faire un organigramme de la base sur ces officiers, quoi. Donc, ça a marché, hein, ils étaient contents à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on peut encore dire? Voilà, quoi, ils ont réussi à espionner. Par exemple, Richard Volange va découvrir que l'officier de la CIA a recruté des sources, hein, via des écoutes téléphoniques, et il va un peu se foutre de la gueule de Mike Byron. Mike Byron va lui rapprocher. On découvre aussi que les Américains aiment bien diriger les opérations et qu'ils n'aiment pas que les Français dirigent les opérations. Donc c'est comme ça dans la culture américaine. On voit par exemple, aussi dans le livre, j'ai vu aussi que, par exemple, quand il y a eu la guerre au Yémen, ils ont relocalisé les agents de la DGSE sur Djibouti avant de les envoyer aux Émirats Arabes Unis. Voilà, quoi. Donc il y a le volet Peter Sheriff, c'est un pseudo-terroriste qui doit passer en jugement. On est aujourd'hui on est en octobre 2013, il n'est toujours pas passé en jugement, il est détenu à la prison. Donc ça va être un dossier qui va gérer avec la CIA, parce qu'il y a des applications qui vont rentrer, des applications de téléphonie mobile, c'est comme ça qu'ils vont l'attraper. Je vous raconte ça tout de suite dans le deuxième volet de la vidéo, quoi.